Bonjour et bienvenue à tous, là où se réunissent les experts toutes les semaines. Pendant 1 heure, nous allons évoquer l'actualité de la semaine. On va parler de budget, de CETA encore et de DOCS. Nous accueillerons 2 invités politiques et 4 experts. Et on commence tout de suite par celui qui croque les grands de ce petit pays et d'ailleurs, Frédéric Dubus, publié dans la DH, La Libre et le Soir Mac. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Elle se délecte de l'actualité bruxelloise qu'elle suit à la trace pour la DH. Pauline de Glume, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Il mitonne des textes et des réflexions capitales, normales, pour Bruxelles. Bonjour Michel Goede. Bonjour Jean-Jacques. Et elle assaisonne les hommes et met en valeur les femmes dans son magazine Elle Belgique. Bonjour Béa Ercolini. Bonjour Jean-Jacques. Alors le premier événement, c'est ce 6e shopping qui est apparu dans Bruxelles, DOCS Bruxelles. Alors tout d'abord, cette fiche technique de ce méga complexe commercial avec Sabine Ringelet. Dernier boulon, dernière vis, dernier coup de balai avant le jour J. 3 ans que les porteurs de projets l'attendent. L'ouverture de DOCS Bruxelles, destinée à devenir l'un des plus grands centres commerciaux de la région bruxelloise. D'ici demain donc, quasi toutes ces vitrines seront éclairées et attendront le chaland. 114 commerces, magasins et restaurants répartis sur 44 000 m². À côté des surfaces commerciales, DOCS Bruxelles accueille également 10 000 m² d'espaces de divertissement, dont un cinéma et un parc de loisirs indoor, et 7 000 m² de bureaux. En tout, 61 000 m² déployés le long du canal, à côté du pont Van Praat. 2000 emplois, dont 1500 directs et 500 indirects, devraient déboucher de ces activités, mais ce ne sont là que des estimations. Investissement total, 210 millions d'euros pour la société Equilis, développeur du projet. Celle-ci table sur 8 millions de visiteurs d'ici 3 ans. Premier bilan attendu d'ici 3 semaines. Mais pour l'heure, la journée de demain aura déjà valeur de test. Alors, valeur de test, on le sait, il y a déjà eu 30 000 personnes juste à la première journée. Alors, Frédéric Dubus, c'est une grande victoire pour Bruxelles, ça doit avoir un grand complexe. Moi qui suis un grand spécialiste des centres commerciaux, je peux vous en parler des heures, mais je vais faire court. Non, moi, quand le commerce va, tout va, hein, donc c'est très très bien. Je me demande juste comment ça se... Enfin, on arrive à trouver de l'argent pour faire des grands centres commerciaux. Peut-être que si ça ne marche pas, on pourra en faire un musée d'art moderne qui manque tant à Bruxelles et dont on peine vraiment à trouver des budgets et même de quoi le remplir, puisque les collections fédérales ne sont pas disponibles. Donc, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait autant d'enthousiasme et de gens qui aillent visiter les musées d'art moderne, mais qui n'existent malheureusement pas. Alors peut-être que si on leur donnait ça, ils iraient aussi. Enfin, voilà. Donc c'est une bonne idée déjà. C'est Churchill qui disait, je crois, quand on ouvre un centre commercial, on ferme une prison. Je sais pas, c'est probablement pas Churchill, mais pour on peut toujours citer Churchill. l'instant, on n'a pas fermé de prison, pour l'instant. Mais on a fermé le centre commercial. Ouais, on en parlera dans un instant. Pauline de Glume, vous, votre avis? Une bonne nouvelle en matière de revitalisation urbaine, déjà, je pense. C'est quand même les abords du canal, sous-exploités, c'était une friche industrielle. Moi, j'ai pas encore été, mais tous mes collègues qui ont été pour des reportages disent que c'est canon. Donc voilà, après on parlait de l'emploi dans le reportage, à voir si ce qu'on crée d'un côté va pas être pris ailleurs. On a reproché aussi qu'il n'y ait pas de petites enseignes, des petits indépendants. Moi, ça me choque pas. Si je fais la démarche d'aller dans un centre commercial, je pense que je vais plus aller chercher des grosses enseignes. Pour des petits commerces plus artisans, je pense qu'on a le centre-ville qui a un contexte plus, qui a son patrimoine, son histoire. C'est complémentaire pour vous? Oui, je pense que la concurrence, elle se fera peut-être plus entre grands centres commerciaux, mais visiblement les autres à Bruxelles l'ont quand même anticipé, puisqu'il y a le Westland qui prévoit un nouveau look pour 2020. Le Woluwe Shopping, il veut s'étendre, c'est prévu. Et le City 2, pareil, il va fermer pour rénovation. Donc bon, ils le savaient et visiblement, ils se sont préparés. Ok, Michel Goede. Moi, je suis très bon public. Donc j'ai un petit côté Disney, je vais y aller, je suis sûr que je vais beaucoup m'amuser. En tout cas, moi j'y suis allé, vous allez beaucoup vous amuser, ça, effectivement, notamment le cinéma. Béa Ercolini. Moi, comme vous savez, je passe ma vie dans les magasins, faire des vitrines, etc. Oui. Et donc, à l'occasion, j'entends ce que disent les commerçants du centre de Bruxelles qui sont assez catastrophés. Il y a un responsable politique qui a dit que ce centre commercial était justement une saine émulation pour les commerçants du centre. Et les commerçants du centre, ils sont très fâchés, ils sont très tristes. Ils souffrent toujours, je parle plutôt des
commerces de luxe, je parle de la mode, je parle du boulevard de Waterloo, ils n'ont toujours pas récupéré les chiffres d'affaires d'avant les événements du début de l'année. Et donc, ce genre de nouveauté ne leur plaît pas du tout. Je suis allée à Anvers hier, et à Anvers, par contre, tout va très très bien. On ouvre des boutiques. Toutes les marques étrangères qui ouvrent en Belgique, pour le moment, ouvrent à Anvers. Et les responsables de ces marques nous disent « I skip Brussels ». Donc, ils sont venus à Anvers en prenant l'avion jusqu'à Amsterdam. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un coup supplémentaire dans la vitalité commerciale de... Donc vous ne voyez pas ça comme une bonne nouvelle? Non. Okay. Eh bien, on va tout de suite demander à nos invités politiques si elles trouvent que c'est une bonne nouvelle ou pas. Donc on va accueillir Joël Maison et Karine Lallieu. Alors, Karine Lallieu, députée fédérale, échevine de la culture à la ville de Bruxelles, PS, et à ses côtés, Joël Maison, députée bruxelloise et échevine de l'instruction publique à Uccle. Alors, tout d'abord, on va d'abord poser la question à la bruxelloise. Ce Dox Brussels, vous l'avez déjà vu? Vous avez déjà eu l'occasion de le voir? Alors, j'habite Laken, donc je passe souvent devant, mais je n'ai pas été à l'inauguration et je n'ai pas encore été dedans, mais j'ai hâte de découvrir ce nouveau centre commercial qui est plus qu'un centre commercial, qui est un centre de loisirs. Le long du canal, c'était une friche, une vraie friche industrielle, et qu'il y ait là une dynamique non seulement économique, mais une dynamique d'emploi dans ce quartier de Laken, j'en suis totalement ravie. Donc bonne nouvelle pour vous. Très bonne nouvelle. Joël Maison, vous êtes dans le sud, donc vous n'êtes pas très touché par la concurrence de Dox Brussels, mais qu'est-ce que vous en pensez sur le principe? Je suis dans le sud, mais je suis quand même sensibilisée par les problèmes du Nord, Jean-Jacques. Oui. Donc, Dox Bruxelles, je pense que, de toute façon, le projet était dans les cartons depuis 10 ans. Donc, on ne pouvait pas ne pas le reprendre aujourd'hui. Je pense que, effectivement, quand il y a 3 grands centres commerciaux qui se profil, dont Dox, qui est maintenant réalisé au nord de Bruxelles, il faut rester, comme dit Didier Gauzoin, vigilant. Donc voilà, maintenant, d'un point de vue architectural, je trouve que c'est magnifique, vraiment. Ça va sans doute dynamiser l'emploi. Je crois qu'il y a déjà 600 emplois, dont la plupart bruxellois, 400 personnes, je crois, bruxelloises qui ont été engagées dans cette bien entendu Didier Gauzoin quand il est venu cette semaine. Mais j'écoute, c'est mon gourou, en fait, c'est mon mentor. Et d'autre part, oui, vigilance par rapport à la mobilité. C'est vrai qu'il y a un arrêt de tram qui porte d'ailleurs le nom de Dox Brussels. Mais c'est vrai que pour la mobilité douce, ce n'est pas vraiment une promenade verte pour y aller. Donc notamment, je pense au pont Van Praat. Si on pense aux cyclistes ou aux piétons, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'était déjà pas terrible. En termes d'accessibilité. Non, c'est pas terrible, mais ça va dynamiser évidemment cet endroit qui était une friche, comme dit Karine Lallieu. Donc globalement positif, mais demeurons vigilants. Alors Karine Lallieu, sur les risques de disparition de commerce dans le centre de Bruxelles, d'autres commerçants qui ne sont pas contents, qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, je pense vraiment qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, il y a une analyse qui a été faite, évidemment, par rapport au chaland. Donc là, c'est pour attirer les gens du Nord. Je peux vous garantir qu'il n'y a rien aux alentours pour y vivre, sauf des petits commerces nécessaires de quartier qui y a rue Marie-Christine ou ailleurs. Donc, c'est une autre offre commerciale qui va aussi séduire extérieur à Bruxelles. Il faut amener aussi la Flandre qui revient sur Bruxelles. D'autre part, la ville de Bruxelles tient à son centre-ville, vous savez combien on y tient. Et en parallèle, le permis d'urbanisme pour la rénovation de la rue Neuve va passer dans les semaines à venir parce que la rue Neuve se doit d'être rénovée. C'est la rue la plus commerçante de la région bruxelloise et donc nous voulons la faire vivre, la faire revivre. Il y a des nouvelles enseignes qui arrivent. Il y a des nouvelles enseignes qui arrivent depuis le piétonnier, notamment rue Marché, aux Herbes par exemple, d'Île et Camille, qui était rien qu'en haut de la ville qui descend. Donc c'est parfait pour nous. Donc c'est une logique non pas de concurrence, mais de saine complémentarité entre le centre-ville qui offre aussi autre chose, qui offre aussi la rue Antoine Dansard, c'est des stylistes évidemment, c'est un autre offre commerciale et ça se démultiplie, mais c'est important pour l'économie en général de la région bruxelloise et pour l'emploi, comme on a dit. Tous les emplois passent Actiris, c'est important pour éviter la discrimination à l'embauche, pour éviter aussi des gens qui ont
qu'il y aurait un haut niveau de qualification alors qu'on a besoin de peu qualifiés. Je crois que là aussi, c'était un des critères et de la ville de Bruxelles et de la région, que ce soit Actiris qui recrute, et c'est fait aussi. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle, très franchement. Et nous allons travailler, nous continuerons à travailler pour la dynamique du centre-ville et tous ses commerçants. Bon, on évaluera tout ça dans les prochaines semaines. Quelqu'un veut conclure? Oui. Michel Gueud. Puisque j'ai Karine Lallieu sous la main, comme j'habite le centre-ville, outre ces belles enseignes, ce serait pas mal d'avoir quelques boulangers, quelques bouchers, quelques légumiers. Tout ça n'existe pas. La rue, la rue, pour connaître la rue Sainte-Catherine, il y a des magnifiques De luxe. bouchers, boulangers De luxe. ou autres. Et donc, on essaye d'avoir une dynamique de quartier en ville aussi. Mais on ne Parce mange que pas la de luxe tous les dynamique... jours. Non, mais justement, la dynamique de quartier est importante, en ville aussi. Et donc, il est vrai qu'il y a une liberté commerciale, je le signale, au niveau fédéral, et qu'on ne peut pas planifier le commerce. Si vous me le demandez, eh bien, on aimerait bien un peu plus planifier le commerce en ville, notamment, parce que il y a parfois des commerces qu'on n'a pas tout à fait envie. Mais en tout cas, on peut pas le faire. Quel genre de commerce devrait quitter Mais la ville? vous savez, quand il y a 5 night shops sur une rue, ça crée des problèmes. Voilà. Et donc, il faut pouvoir parfois réguler, mais il y a la liberté commerciale. Mais tout le travail que l'on fait aujourd'hui au niveau commercial, c'est attirer, aller chercher d'autres anciennes pour la diversité, tant au niveau du piétonnier qu'au niveau de la rue Neuve, qui a sa particularité, que Adolphe Max, aussi au boulevard Adolphe Max, qui est important pour attirer aussi les personnes. Donc nous pensons à ça. Nous avons évidemment des études qui ont été faites au niveau commercial. Il va falloir faire plus court. Et nous travaillons. Voilà. Merci. C'est pour répondre. Très bien. Jeune Maison, vous vouliez ajouter... J'essaye d'être complète. Si on est complet. Je voulais compléter encore, Karine Lallieu, de manière un peu plus synthétique. C'est que je pense que vous êtes très très optimiste pour la rue Neuve. Il y a quand même un sacré problème rue Neuve. Elle est en voie de rénovation, mais elle n'a pas encore été rénovée. Donc dans l'échelonnement dans le temps, je pense que c'eût été peut-être plus sage de finaliser Dox après que la rue Neuve ait été rénovée. Je pense que pour le bien-être des commerçants du centre de Bruxelles et singulièrement de la rue Neuve, et là je ne parle pas de la rue Antoine Dansard qui est un commerce tout à fait différent, ça aurait été une bonne idée. Et pour la planification, de nouveau, désolé de le citer, Didier Gauzoin envisage, s'attelle pour le moment à un grand cadastre de tout le commerce bruxellois et pour rendre tout ça beaucoup plus cohérent, ce qui aurait dû à mon avis être fait il y a 10 ans. Pour essayer de compter combien il y a de H&M et de Zara à côté des night shops. On peut pas, je le dis directement, la loi fédérale ne permet pas de planifier le commerce parce qu'il y a la liberté du commerce, sauf quand c'est de l'ORECA. Donc on a beau faire un cadastre des commerces, de planifier, volonté du PS et de défi, j'entends bien, de davantage planifier donc les commerces. En tout cas, on essaye d'attirer des choses différentes pour qu'il y ait une diversification commerciale dans les différents quartiers, ça c'est important. On passe au sujet suivant, et on reste évidemment dans la politique, et on va parler de budget. Alors on dit toujours c'est l'argent de la ménagère, le panier de la ménagère, et là on a à la fois les budgets fédéraux et régionaux qui sont passés ces derniers jours, et il y a eu une séance à la Chambre un dimanche pour parler du budget fédéral, et une longue déclaration gouvernementale jeudi en région bruxelloise, des débats vendredi. On va retourner en arrière, suivre ce qui s'est passé dimanche, c'était à la Chambre. Venir travailler au Parlement un dimanche, voilà quelque chose d'inédit pour les parlementaires et pour le personnel attaché à l'hémicycle. Alors que la majorité revendique une plus grande flexibilité du travail, l'opposition accepte à moitié cette décision. Ce qui est inhabituel, c'est pour les travailleurs du Parlement. 200 personnes, services de sécurité, services de traduction, etc., ont été mobilisés hier. On leur a téléphoné, les services de la Chambre leur ont téléphoné pour qu'ils se mobilisent pour être présents aujourd'hui. Ça, c'est nouveau et ça, je trouve que c'est un très mauvais signal de la manière dont le gouvernement voudrait que tout un chacun soit prévenu 24 heures à l'avance qu'il doit travailler le lendemain, le week-end. Mais quoi qu'il en soit, à midi, l'hémicycle du Parlement est comble pour assister à la déclaration de politique générale de Charles Michel. Nous avons fait des choix, et des choix qui sont cohérents. Nous avons décidé de ne pas mettre en place des taxes sur la consommation, pas de TVA supplémentaire, pas d'accise supplémentaire, pas de taxes sur les travailleurs, pas de restrictions contre les allocations de chômage, aucune modification du mécanisme de l'indexation. Après une semaine de débat, le Premier ministre fait enfin l'exposé de sa politique budgétaire. Le discours, qui se veut parfois social, ne réussit pas à convaincre l'opposition.
C'est un gouvernement qui ne fait absolument pas de mea culpa, alors que s'il y a un tel trou budgétaire, c'est d'abord et avant tout sa responsabilité. Et au contraire, il va boucher ce trou en apportant vraiment des mesures qui sont très brutales. Je pense notamment aux malades, aux hôpitaux. Après 30 minutes de discours, le Premier ministre choisit de clôturer par une référence littéraire. Comme le disait Saint-Exupéry, il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, mais de le rendre possible. Rendre possible un avenir plus optimiste, c'est pour cette raison, mesdames et messieurs les parlementaires, que le gouvernement vous demande votre confiance. Je vous remercie. Reste à voir si le Premier ministre aura convaincu l'ensemble des parlementaires. Le débat sur le texte aura lieu demain, tandis que le vote de confiance au gouvernement est attendu pour mardi. Alors, Michel Gueud, est-ce que le pays va mal ou il va bien après ce budget? J'ai deux réflexions. La première, effectivement, c'est que la politique antisociale de ce gouvernement me sidère. Je pense que depuis la guerre, on n'avait rien vu de tel. C'est vraiment incroyable. Et par rapport au gouvernement Martens-Gold des années 80, on est très très loin de cela. Ici, on a tapé dans la sécurité sociale avec une violence invraisemblable. Je suis vraiment choqué, je veux dire, sur le plan personnel, du caractère antisocial de ce gouvernement. Et il y a un exemple qui illustre très bien ce que je veux dire, c'est celui des voitures de société. Dans le cas des voitures de société, qui concernent plutôt les classes moyennes supérieures, on offre des options. Vous pouvez garder la voiture, ou vous pouvez recevoir de l'argent cash. On essaye de pousser les gens à diminuer la voiture. Enfin, il y a une liberté de choix qui est offerte. Quand on prend des mesures qui concernent les classes moyennes inférieures ou les plus démunis, là, c'est cash. Et je trouve ça vraiment extraordinairement choquant. Ma deuxième réflexion, c'est sur la fraude. Depuis quelques années, on ne parle que de fraude sociale et de fraude fiscale. Et ça donne l'impression erronée que tous les gens riches fraudent fiscalement, tous les pauvres qui ont besoin de solidarité fraudent socialement. Nous sommes dans un univers où tous les continents ont une croissance économique substantielle, sauf l'Europe. Et l'Europe n'est pas à la croissance zéro à cause des fraudeurs. Je crois qu'il faut vraiment parler politique, dire quelles options on offre au pays et à l'Europe pour sortir de cette croissance économique zéro, et que ce n'est pas une question de fraude, sinon on va vers l'idée que le Parti socialiste, c'est le parti des fraudeurs sociaux, le MR, c'est le parti des fraudeurs fiscaux, et il ne faudra pas s'étonner si les gens vont vers les extrémistes qui, eux, ne sont pas fraudeurs. Alors je me retourne vers Karine Lallieu qui assistait, qui a dû aller dimanche travailler à la Chambre. Donc un gouvernement très antisocial, ça c'est vraiment c'est du pain béni. C'est sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique, l'antisocial. Alors quand on voit ce qu'ils vont faire dans la sécurité sociale et surtout dans les soins de santé. 900 millions d'euros et jusqu'en 2000, de 2014 à 2019, 3 milliards 600 millions d'euros. C'est pas la première fois qu'on fait des économies dans les soins de santé. Jamais de cette manière. Ce qui veut dire, à un moment donné, ils vont éliminer 4000 lits d'hôpitaux. 4000 lits d'hôpitaux, c'est énorme pour les patients. On ne touche pas le patient, mais on élimine 4000 lits d'hôpitaux. Saint-Luc et les hôpitaux d'Iris ont calculé le fait qu'on va diminuer l'indexation pour les prestataires de soins. Les médecins sont en pénurie, ils vont demander d'être financés. Donc, qu'est-ce qu'on dit déjà les directeurs d'hôpitaux publics et Saint-Luc, même les hôpitaux catholiques? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, ça va nous coûter pour Iris 15 millions d'euros, ce sera des centaines de licenciements d'aides-soignantes, d'infirmières ou autres dans nos hôpitaux. Ils s'attaquent aux maisons médicales. 350 000 patients vont vers les maisons médicales. Aujourd'hui, ils vont diminuer de 62 millions le budget de maisons médicales. Ça touche directement aux patients. Le doublement des antibiotiques. Ce n'est pas le patient qui prend des antibiotiques pour se faire plaisir. C'est sur prescription. Donc on touche à la prescription du médecin et c'est le patient qui va payer. On n'a jamais vécu ça. Le taux de croissance, et même les médecins viennent le dénoncer, un communiqué, un taux de croissance de 0,2% de la sécurité sociale. Je rappelle que quand nous, on est au pouvoir, il était entre 4,2% et 2,5%. Il doit être au-dessus de l'inflation et de l'indexation, sinon ça ne va pas. Je vais vous arrêter là parce que là, vous nous faites le catalogue. Et puis on a l'impression d'être de nouveau à la Chambre au moment... Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, Frédéric Dubus, c'est que l'opposition critique évidemment la majorité, et en région aussi, c'est aussi l'opposition critique ça m'aurait très fort étonné de voir Loretta Koenigs monter à la tribune pour dire « Voilà un excellent budget, pour une fois, nous sommes vraiment d'accord. » Moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je prends un peu de recul parce que les chiffres, moi...
voilà, on peut effectivement me balancer tout ce qu'on veut. Mais ça fait 30 ans, et à chaque fois c'est pareil, l'opposition est contre, et la majorité est pour. Enfin, c'est le même petit cirque, et on sort des chiffres. Cirque, hein. Quand on fait 3,5 milliards d'économies, moi je veux bien dire ça aux patients, mais c'est pas du cirque. Oui, mais, enfin, je veux bien dire ça aux pensionnés, oui, non, mais ce n'est pas du cirque. Vous avez sûrement raison. Non, mais moi je vois ça d'un peu plus loin. C'est notre métier. Oui, mais mon métier aussi à moi, c'est de le voir avec un peu de recul et de voir que systématiquement on se balance des chiffres. Et si j'étais dans la majorité, je vous balancerais un chiffre en disant mais vous avez aussi. Enfin voilà. Donc. Oui, mais vous avez sûrement raison. Vous savez, quand vous avez un salaire en fin de mois, les gens savent ce que c'est un chiffre. Quand on diminue votre salaire, quand vous diminuez de votre pension et que vous devez payer votre loyer. Il y aurait Denis Ducarme à votre place, il dirait l'inverse. Et moi, je suis un bête citoyen comme un autre, et j'entends cette bagarre de chiffres, et franchement... Voilà. Le choix politique. Ce qui ne veut pas dire que vos chiffres sont faux ou tout ça. Mais comment voulez-vous vous y retrouver? C'est comme le CETA, on en parlera plus tard. Une intervention de B.R. Coligny, et après je demanderai l'avis de Joël Maison sur le budget régional plutôt. Non, mais c'est sans doute une bête question, parce que évidemment c'est une question de budget, donc c'est une question de chiffres. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a, par rapport à ce genre de matière, de la place pour la créativité et pour la stratégie, c'est-à-dire avoir une approche créative et stratégique de la santé dans ce pays. Est-ce qu'on peut imaginer, oui je sais je sors du budget, mais est-ce qu'on peut imaginer de dire tiens, les soins à domicile, est-ce que ça fonctionne, les soins en fin de vie à domicile, parce que là on dégage des lits et ça coûte pas cher, et les gens ils préfèrent parfois être soignés chez eux. Ils sont financés. Si, il y a des alternatives. Attendez. La prévention plutôt que le curatif, etc. Est-ce que ces choses-là sont abordées aussi? On va un peu avancer dans notre débat par rapport à votre question. On va demander à Joël Maison, est-ce qu'il y a une manière créative de voir un budget? Vous voyez les budgets à la région bruxelloise et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'il y a une manière créative? Alors vous êtes dans la majorité dans le cas de la région, pas à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, vous êtes à la fois majorité-opposition. Ça peut être intéressant d'avoir votre avis. Oui, je voudrais d'abord revenir sur je me dis bien que vous êtes contre des chiffres. Non, pas sur des chiffres. C'est pas non plus. Je ne veux pas de caricature, je ne fais pas de chiffres non plus. Chacun son métier. Ou très peu. Mais c'est vrai que je suis absolument sidérée par, je ne le savais pas puisque je n'ai pas assisté à cette séance à la Chambre, par Charles Michel qui cite Saint-Exupéry, où quand même la phrase phare est « on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Alors ça, je trouve ça dingue, parce que quand d'ailleurs Karine Lallieu a développé tout son argumentaire par rapport aux soins de santé, n'oublions pas les remboursements, imagerie médicale, etc. Alors qu'on a une population vieillissante, ils sont diminués drastiquement, on imagine ce que ça va devenir finalement. Donc effectivement, le fait que Olivier Minguin ait été complètement coupé dans son intervention et on lui a refusé le droit de s'exprimer, donc c'est un déni de démocratie. Donc au-delà même de la créativité ou de son absence, on assiste là à quelque chose de sec, d'aride et finalement de non productif, puisque je reviens sur le budget régional. Ben, la région, bien que victime d'une baisse de 40 millions, je pense, de la dotation à la région de Bruxelles-Capitale, eh bien, réalise un budget en équilibre. Alors, la créativité, oui, elle est là dans notamment certaines mesures. Les mesures d'aide à l'emploi des jeunes, 21 millions. Alors, je ne sais pas si les infrastructures, c'est vraiment de la créativité, mais on a vu en tout cas que sans infrastructures, c'était encore moins créatif. Non, plutôt avec des infrastructures qui ne sont pas en bon état. Oui, mais ça, c'est une responsabilité partagée depuis 40 ans. Donc, chacun se jette la pierre, mais finalement, on est tous dans le même bain en tant que politique. Donc, il y a quand même, et en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a quand même 75% du budget de la Fédération qui est consacré à l'éducation. Alors là, avec le pacte d'excellence, je suis dans l'opposition, mais je trouve que le pacte d'excellence est dans ses grandes lignes excellent. Je pense que ce sont vraiment des mesures systémiques qui vont révolutionner s'il arrive jusqu'à son terme. Et là, on a quand même des signaux positifs au-delà de Marie-Martine Schins, de Rudy Demotte aussi. S'il arrive jusqu'à son terme, on va vraiment aboutir à une révolution dans l'enseignement et donc à un surcroît de créativité. Quant au budget culture, ils sont gelés, mais en même temps, on a le décret art de la scène. C'est vrai qu'on
s'est abstenu sur un certain nombre de points, mais d'un autre côté, on a quand même Globalement, là un vous êtes regain de satisfait. créativité aussi et une objectivation des données. Donc je ne suis pas là pour vendre, encore une fois, la politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est plus facile de parler de créativité quand on parle de culture et d'enseignement. Dans ces matières-là, oui, c'est vrai. Alors, on va essayer de changer un peu l'ambiance de ce plateau. J'ai un document où Fred Dubus manifeste contre le gouvernement Michel. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression quand on y assiste, mais voilà. Donc, on voit un syndicaliste d'ING et derrière lui, on montre le dessin que Frédéric Dubus a fait dans la DH et dans la Libre, sur ING d'ailleurs. Donc, Fred Dubus, quelque part, vous êtes un manifestant. Après ça, on vient dire que je suis contre les syndicats. Mais non, vous êtes vraiment pour. Oui, absolument. Mais non, très bien, impeccable. Je vais leur réclamer des droits d'auteur. Très bien. Alors, on va passer à notre sujet suivant, c'est le CETA. Donc là aussi, un sujet où on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Donc l'idée, c'est un peu... Vous venez de perdre 5000 téléspectateurs. Eh bien, on va essayer de les récupérer, vous allez voir, quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse. Et 27 États prêts à signer. Mais le 27e, c'est un gros village qui résiste quelque part. Les Bruxellois et les Wallons n'en veulent pas. Ils veulent négocier. L'Europe et le Canada sont suspendus aux décisions des représentants des francophones de Belgique. Ça négocie. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit Alda Gréoli. Elle était là mardi. La ministre de la Culture s'est exprimée là-dessus. Et elle dit, c'est une bonne nouvelle. On tient enfin compte de la vie des gens. On s'est réapproprié le débat sur un enjeu essentiel, c'est-à-dire nos relations commerciale avec un pays ami. Parce que s'il y a bien un pays qui nous ressemble, c'est le Canada. Donc on a replacé le débat au centre et la population elle-même s'est, comment est-ce que je vais dire, mobilisée, s'est intéressée à un débat du niveau européen. Je trouve que par rapport à la réflexion sur l'Europe, il y a quelque chose de remarquable dans ce qui vient de se passer. Je pense que la Commission européenne a vraiment intérêt à analyser ce qui vient de se passer ces dernières semaines parce qu'on a une population qui, comme jamais en Belgique, à mon avis, depuis la création de l'Europe, s'est réintéressée à un débat européen, avec des pour, avec des contre, avec des arguments et des contre-arguments. Quel est l'endroit où on n'a pas discuté de ça autour d'une bière ou dans un bureau de travail? On en a tous parlé. Bercolini, alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, comme ça, de voir la société civile et certains politiques défendre un point de vue contre toute l'Europe et contre le Canada? Oui, ça fait un peu Astérix comme ça. Mais surtout, qui sait ce qu'il y a dans ces 1600 pages qui sont publiques? D'accord. Moi, j'ai lu tout et son contraire. J'ai lu que ça allait mener à la désertification des campagnes, au chômage, qu'est-ce que j'ai vu, à des tribunaux qui seraient privés, donc privatisation de la justice. C'est tout juste s'il n'y avait pas poulet au chlore, et ça, j'ai vu ça de l'autre côté. Ça la javel. Voilà. Et j'ai lu au contraire que si la Wallonie ne signait pas, c'était ses exportations qui allaient en pâtir, etc. Donc, de quoi on parle? Moi, personnellement, je ne comprends rien. Alors, c'est formidable qu'on écoute combien? 4 millions, enfin des gens qui représentent 4,2 millions de personnes contre 1 milliard. Oui, quand on parle de société civile, moi je voudrais savoir aussi de qui on parle. Il n'y a pas eu de manifestation de 500 000 Wallons au pied du... c'est un débat idéologique, clairement. C'est pas les Wallons qui ont refusé ça. Hein. C'est Paul Magnette, c'est le PS et le CDH pour se donner une cause, moi j'ai l'impression. Et qui ont trouvé une cause... Je suis ni pour ni contre, hein. Je suis comme vous, je ne l'ai pas lu, donc j'en sais rien. Mais moi, c'est le sentiment que j'ai. Je n'ai pas l'impression que la Wallonie est derrière le Parlement. Enfin, Michel Gueud. Moi, je suis très content de voir que Paul Magnette, dans son discours devant le Parlement wallon, il a défendu le libre-échange. Il a dit que c'était un bon traité, que c'était même le meilleur traité qui avait jamais été négocié par l'Europe en matière de commerce. Oui, parce que ça donnait l'impression que la Wallonie était contre le libre-échange. Et qu'il était pour qu'il y en ait d'autres, mais qu'il était réticent sur un certain nombre de points. Et il a profité, bien entendu, du processus de ratification par les parlements nationaux et en Belgique par les parlements régionaux pour faire valoir son point de vue et renégocier. Donc ça, je trouve très, très positif. Je vois deux problèmes. D'une part, il est soutenu par les gens qui veulent un meilleur traité, mais il est aussi soutenu par tous ceux qui ne veulent pas de traité du tout, qui sont contre le libre-échange. La droite souverainiste, et puis surtout une grande partie de la gauche, qui, comme je l'ai dit il y a quelques semaines sur ce plateau, se tire une balle dans le pied en pensant que le libre-échange est plus défavorable aux travailleurs et aux consommateurs que le protectionnisme, en quoi ils se trompent.
On va poser la question tout de suite à Karine Lallieu, juste là-dessus. Est-ce que le commerce international, est-ce que c'est la Commission qui doit s'en occuper ou est-ce que c'est les régions? Alors, il y a deux choses. Le commerce international est une politique européenne et elle est là pour gérer, pour négocier les traités avec des mandats que donnent les pays. Mais ce n'est pas, à un moment donné, Paul Magnette qui est contre les restes du monde. Ici, il a reçu mandat de son Parlement. La région bruxelloise, j'imagine que vous allez en parler, a reçu mandat. Le gouvernement a reçu mandat d'un Parlement. Les parlementaires sont des personnes élues, c'est ça encore notre démocratie, qui représentent, pour une période donnée, la voix de la population. Et par ailleurs, il y a une série d'ONG, des ONG peut-être qu'on dit anti-libre-échange là, mais aussi l'Union des classes moyennes, par exemple, les PME, par exemple, qui se sont opposés à ce traité et ces voix ont été portées dans le cadre des débats démocratiques. Alors aujourd'hui, la démocratie avec l'Europe, c'est pas dire vous avalez un traité et on se moque de votre Parlement et de votre gouvernement. Aujourd'hui, les règles démocratiques, et c'est ce que respecte Paul Magnette aujourd'hui et le gouvernement bruxellois aussi, c'est dire mon Parlement m'a donné un mandat, je peux négocier et je peux signer dans telle ou telle chose. Et ce que je reproche au fédéral, c'est que ces débats ont lieu depuis 2 ans dans nos parlements régionaux. Ils n'ont pas été tenus compte par M. Reynders par rapport aux négociations. Pendant ce temps-là, la France a obtenu tout pour son agriculture, que nous n'obtenions pas pour l'agriculture wallonne. Pendant ce temps-là, la Roumanie et la Bulgarie ont obtenu des choses pour leur artisanat, nous n'avons rien obtenu. Donc on a mal négocié. Donc je pense que le fédéral n'a pas tenu compte des entités fédérées dans leurs réclamations. Et c'est des vrais débats démocratiques, ouverts et publics, qui ont lieu pendant 2 ans. Oui. Ce n'est pas un ministre-président qui s'est réveillé en disant « je vais faire du show et je vais devenir un héros ». Mais je suis admiratif par rapport à sa résistance, parce qu'il résiste pour nos normes sociales, environnementales, pour nos PME et pour moi, je voudrais emploi. savoir où se trouve Bruxelles dans cette histoire, parce qu'on parle beaucoup de Paul Magnette, on parle de la Wallonie et Bruxelles. On a l'impression que Bruxelles ne joue pas du tout dans ce jeu-là. On a voté en juillet, au Parlement, avant la déclaration interprétative, donc en juillet de l'année passée au Parlement. Oui. On a voté une résolution pour justement demander des éclaircissements. Oui. Par rapport mais depuis lors, vous n'avez plus jamais voté. Depuis lors, on n'a plus jamais voté, mais on a voté la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, on a voté récemment, il y a 15 jours. Oui, mais le Parlement bruxellois, c'est comme le Parlement wallon quand même. Si vous essayez de me faire dire, ce que tout le monde sait autour de cette table, qu'évidemment, au sein du Parlement bruxellois, il y a l'OpenVLD et le CDNV, et que l'OpenVLD et le CDNV ne partagent pas les positions, ou en tout cas les partagent d'une manière un peu plus nuancée, je peux le dire. Évidemment, tout le monde essaye d'esquiver cette question, mais c'est la démocratie, et c'est aussi, voilà. Je crois que le CETA, vraiment, avant tout, donc nous, défi, on est pour le libre-échange, mais je pense qu'il y a un problème de forme qui est évident. J'aimerais bien terminer, Joël Maison, et après Pauline Debulle. Oui, j'aimerais bien terminer, parce que le problème de forme, c'est que, on a ici un mandat qui n'était pas clair, on a un contenu qui n'était pas clair, on a la plupart des gens et la plupart des parlementaires, la plupart des élus de manière générale, puisque ça concerne aussi les communes, les entités locales, qui n'ont pas lu ces 1660 et des pages. Mais alors ça veut dire qu'aucun pays d'Europe n'a lu ces 1600 pages. On a la déclaration interprétative qui est bonne, qui va dans le bon sens, mais dont personne ne connaît exactement, aucun juriste ne peut exactement déterminer la force juridique. Alors, prenons encore le temps. Nous, on est pour le libre-échange. Je suis sûre que le CETA est très positif pour les secteurs de recherche, les pôles de recherche, les nouvelles technologies, etc. Mais il y a évidemment des frilosités qui sont bien aisément compréhensibles par rapport d'abord à la forme, à la manière dont le mandat et le contenu de ce traité ont été négociés, et ensuite par rapport aux points, notamment les juridictions arbitrales, qui restent extrêmement délicats dans nos systèmes démocratiques en général. D'ailleurs, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de pays qui s'en insurgent, et par rapport à certaines normes, parce que c'est vrai que c'est bien dans la déclaration interprétative de dire, eh bien, les normes pourront être imposées, mais on se demande un petit peu quelle sera la rançon de la gloire de ces normes imposées, alors même que ce sera pas une juridiction d'ordre judiciaire, mais une juridiction arbitrale qui s'y penchera. Merci Joël Maison. Pauline Debulle.
Mais c'était pour revenir sur votre question. Oui, Bruxelles, c'est vrai que c'est rigolo sans dire que Magnette fait son show, quoi que ce soit. Il y a quand même des manières différentes de surfer sur le truc, alors qu'on est sur deux régions où c'est le PS qui est présent. Et pourtant, voilà, il y a Magnette qui est hyper Il n'y a pas d'agriculteurs à Bruxelles. Oui, mais il n'y a pas que ça. L'explication de Joël Maison de dire qu'avec sa coalition, il y a des partis flamands, ok, ça explique que lui ne puisse pas être visible en tant que ministre-président là-dessus. Mais on a aussi le gouvernement francophone bruxellois, où là, il n'y a aucun parti flamand dans les pattes et on n'entend pas plus la Hanan ou Frémaux là-dessus. Donc voilà, c'est nouveau. Bruxelles, on dirait qu'elle est inexistante. Et on parlait de M. Renders qui n'avait pas écouté les entités fédérées au moment de négocier. Mais même maintenant, en fait, il ne négocie pas avec Bruxelles. Et sans doute qu'on se dit de nouveau, quand la Wallonie aura craqué, si elle craque, Bruxelles n'aura pas les épaules pour résister. Donc voilà, nous discutons. Ça veut dire on fait confiance à Magnette pour négocier, en fait. Michel Goethe. Oui, je voudrais rebondir sur un point de Karine qui dit, à juste titre, que la démocratie prévaut, en l'occurrence, et que les parlements régionaux, nationaux peuvent prendre leur part à la décision. Mais ça pose un problème sur la construction européenne. Quand je vois Magnette discuter directement avec les Canadiens, on est quand même dans un délire au niveau européen. Mais non, laisse-moi terminer. Si les 28 pays commencent à discuter un traité commercial européen, il n'y a plus d'Europe. Et la faute n'est pas à Magnette. Il a tout à fait raison. Il utilise les armes qu'on lui a données et il défend une position pour un meilleur traité. Donc vraiment, je ne le critiquerai pas là-dessus. C'est la faute de l'Europe. L'Europe a joué une fois de plus une Europe des 28 pays en donnant la ratification aux parlements nationaux, alors que quand on fait un traité européen, la ratification devrait être donnée uniquement par le Parlement européen. On est une fois de plus dans ce conflit entre l'Europe fédérale et l'Europe confédérale. Et le processus qui est en cours ici va dans le sens de l'Europe confédérale, c'est-à-dire une Europe qui se délite entre des conflits entre les différents pays, qui donnent chacun leur avis, au lieu d'avoir une Europe plus fédérale avec un Parlement plus fort. Je crois que ce n'est pas le cas de nos deux invités ici. Vous voulez toujours une Europe assez forte. Oui, mais Paul Magnette aussi, et la Belgique aussi, on ne se trompe pas de débat. C'est la manière dont l'Europe instrumentalise des mandats qu'on lui a donnés dans la non-transparence faite par une commission et des technocrates qui sont totalement obscurs et qui sont sous le poids des lobbies et notamment... Il y a un Parlement européen. Pourquoi le groupe socialiste au Parlement européen ne peut pas jouer ce rôle-là ? Je regrette, mais la Constitution européenne, c'est aussi la démocratie et le Parlement européen a été renforcé dans ce cadre-là, mais pas complètement. Tous les traités européens doivent être ratifiés par l'ensemble des parlements des pays en fonction de l'organisation du pays par les parlements nationaux ou les parlements aussi régionaux. Ça, c'est la Constitution européenne. Si on veut plus de ça, eh bien, c'est à l'Europe à changer de Constitution. Mais, franchement, aujourd'hui, il n'y a pas d'Europe sociale, il n'y a pas d'Europe fiscale. Je ne suis pas d'accord de donner tout mon pouvoir à l'Europe tant qu'ils ne feront qu'une Europe commerciale. Ça ne va pas. Très bien, on va passer à notre sujet suivant, parce que sinon on n'aura pas l'occasion de parler de nos deux derniers sujets. Et quand même, je crois que pas mal de gens ici autour de moi, et moi-même, nous y tenons. On voulait d'abord parler de la disparition du père des lois éthiques en Belgique, Roger Lallemand, qui est décédé jeudi. Je voudrais quand même que vous puissiez regarder ce reportage de David Courrier et Thierry Duboquet. Une poignée de main qui marque une vie. À droite, Roger Lallemand, à gauche, Pierre Legros. Sur cette photo qui date de 77, on aperçoit Roger Lallemand qui plaide pour son ami devant l'Assemblée du Joint de Barreau. Pierre Legros sera bien sûr accepté comme président de cette Assemblée. Une amitié durable, elle va traverser tous les combats, dont celui de la loi pour la dépénalisation partielle de l'avortement avec la sénatrice Mikkelsen. Je me souviendrai encore toute ma vie de ce vote du Parlement qui ratifie le projet Lallemand et Mikkelsen, mais qui n'a pas été ratifié par le roi Baudouin. Et alors je trouve ça merveilleux parce que Roger a toujours été un homme d'une grande tolérance, de l'écoute de l'autre, et il n'en a pas du tout voulu, je mets le terme entre guillemets, au roi Baudouin. Il m'avait dit, c'est un homme de conviction, il n'a pas voulu ratifier cette loi, tellement il croyait dans ses propres idées philosophiques, et donc j'ai pas voulu en faire une affaire d'État à ce moment-là.
La loi finalement passera et le juriste et sénateur socialiste va devenir un exemple pour beaucoup, notamment dans la jeune garde. Philippe Claus, par exemple, se souvient avec émotion de celui qui l'a engagé au Sénat. Il y a évidemment tous ces grands combats éthiques, mais on oublie aussi c'était un grand président de la commission de la justice du Sénat. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup avancer les textes, souvent craint d'ailleurs par les ministres de la justice, et il a su faire avancer cette institution souvent mal aimée qu'est la justice, à la fois des citoyens mais aussi des pouvoirs publics, et il l'a toujours fort représenté dans le Parlement. Juriste et romaniste de formation, Roger Lallemand est un homme engagé à gauche, intellectuel, proche de Sartre ou de Régis Debray qu'il avait défendu. Il n'aura jamais été ministre malgré les demandes. L'ancien juge Foulek Ringelem, qui le connaît bien, a son explication. Je pense que c'est peut-être une des raisons qui ont fait qu'il n'a pas été ministre. Il considérait l'intellectuel comme un intellectuel contestataire, comme un contre-pouvoir. Et il a exercé fort brillamment cette fonction de contre-pouvoir, notamment au Sénat. Roger Lallemand est décédé jeudi matin, il avait 84 ans. Alors Joël Maison, c'est finalement un grand législateur, mais qui n'a jamais été ministre. Et là, il décède au moment où on parle beaucoup d'avortement, à la fois en Belgique, mais aussi dans d'autres pays européens. Est-ce que c'est un signe qu'il faut défendre davantage le droit à l'avortement ? En tout cas, vous me tendez une belle perche là, puisque Olivier Minguin et Véronique Capras, nos deux députés fédéraux, ont déposé une proposition de loi devant le Parlement fédéral en avril 2016 visant à poursuivre l'entreprise de dépénalisation de l'avortement. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Donc on s'inscrit évidemment totalement dans la continuité de ce processus qui a été entamé il y a 26 ans. La deuxième chose que je voulais dire, c'est toute mon admiration pour ce grand homme. On voudrait tous, je pense, en tant que personnalité politique, ressembler, qu'avocate en ce qui me concerne aussi, ressembler à Roger Lallemand. Roger Lallemand arrivait à transcender les partis et à réunir autour d'une éthique, et pas une éthique imposée, une éthique qui coexiste avec différentes éthiques. Donc il parlait notamment très fréquemment avec le chanoine de Locke, il parlait avec d'autres représentants de courants de pensée que le sien, et il essayait vraiment de placer ses débats et son éthique sur les notions d'indépendance, d'autonomie et de responsabilité. Et je trouve que c'est vraiment un homme, c'était vraiment un homme merveilleux et un exemple pour nous tous. Alors Karine Lallieu, vous l'avez côtoyé, vous l'avez beaucoup Oui, connu. je l'ai côtoyé évidemment comme sénateur, j'ai côtoyé aussi comme homme. C'est un homme juste admirable, juste un grand homme, comme on dit aujourd'hui, peut-être qui nous a fait des bons éthiques sans diviser la société, même si tout le monde n'a pas voté la loi sur l'avortement, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des difficultés à l'euthanasie, il a fait avancer dans le dialogue et dans le non-conflit la Belgique et des valeurs progressistes. Et c'est vrai que j'ai aussi déposé une loi dépénalisant définitivement l'avortement pour faire sortir l'avortement du code pénal. Aujourd'hui, vous pensez que c'est encore une atteinte à l'ordre des familles. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Et normalement, pour se faire avorter, il faut être dans une détresse. Il est temps que ce soit un acte médical et j'espère très sincèrement que nous pourrons arriver à un consensus dans ce Parlement parce que c'est une nécessité. Parce qu'ailleurs, en Pologne, en Italie, en Espagne, en Irlande, il y a des attaques frontales contre les droits des femmes en général et dans le monde entier contre les droits des femmes. Ce n'est jamais de l'acquis pour les femmes et il faut continuer à se battre. Et la Belgique a toujours été un exemple. Eh bien, j'aimerais bien qu'elle soit un exemple et je fais un appel à tous les partis pour qu'ils se rejoignent sur ces propositions de loi qui sont diverses et sur lesquelles on devrait pouvoir travailler en dialogue. Ce sera un beau l'exemple des femmes polonaises aussi et de leur combat merveilleux. Quand on parle de mobilisation citoyenne, elles ont réussi quand même à faire plier une assemblée parlementaire. Alors ce sera un beau testament pour Roger Lallemand, cela sans doute. Ouais.
Nous l'espérons. Alors, dernier sujet de cette émission, on va revenir à Bruxelles, avec l'avenir de Couleur Café. Le festival ne pourrait plus être organisé à Tour et Taxi. Il voudrait bien aller au parc d'Ossegem. La ville proposait le parc du Cinquantenaire, mais Terbeek n'en veut pas. Le bourgmestre de Vilvoorde a dit venez chez moi. Pauline de Glum, c'est une saga incroyable. Est-ce qu'il y aura encore un festival Couleur Café à Bruxelles en juin? Ça, tout le monde l'espère, je pense, mais c'est quand même inquiétant que Couleur Café cherche comme ça une terre d'accueil, mais sans qu'on sente qu'il y ait vraiment une volonté des pouvoirs publics de se dire oui, on va vraiment trouver. Et quand on entend le bourgmestre Yvan Mayer dire en conseil communal oui, il y a telle piste, mais bon, quand même, je ne suis pas organisateur. Oui, bon, c'est c'est quand même des événements, quand ils sont qualitatifs comme ça et qu'ils ont besoin d'une place dans l'espace public, on trouve. Et proposer le Cinquantenaire, c'était gonflé. C'était le parc quand même le plus utilisé. On le sait chaque année quand les chiffres sortent de Bruxelles Environnement. Et forcément, c'est pratique pour la ville, parce que c'est un parc bruxellois, mais tout autour, c'est des Etterbeekois. Karine Lallieu, alors là, c'est vous qui êtes sur la sellette. Il n'y a pas de problème. Je vais d'abord dire que Couleur Café est un festival que nous voulons, à la ville de Bruxelles, conserver. Je pense très sincèrement que, je l'ai dit en coulisses, qu'il y a 19 communes à la région de bruxelloise et que les événements, ils vont bien quand ils sont sur le territoire de la ville et quand ils sont ailleurs du territoire de la ville, et je dois dire oui, alors ça pose des difficultés. Mais la ville va prendre toutes ses responsabilités et en particulier le bourgmestre. Nous sommes en dialogue et en négociation avec Couleur Café. Et nous voulons arriver à ce que d'ici une semaine maximum, il y ait une solution pour Couleur Café, négocier avec eux. Et ce que je regrette fondamentalement, c'est que Tour et Taxi avait encore une valeur culturelle. J'habite à côté. C'était des lieux culturels et nous voulions maintenir l'élément culturel à côté de l'élément de développement de logement commercial ou autre, et c'est le privé qui met dehors Tour et Taxi. Et il ne faut pas renverser la chose. C'est pas la ville de Bruxelles qui n'a plus de lieu pour Tour et Taxi. C'est aujourd'hui la région et Tour et Taxi, le privé, qui ont mis dehors Couleur Café alors qu'il y avait des solutions. Mais nous trouverons, nous, la ville de Bruxelles, une solution pour Couleur Café. Je mets la promesse ici. Oui. Et le bourgmestre aussi, il a été mal compris, le bourgmestre se bat pour sauver Couleur Café. Alors, Joël Maison, à Uccle, il n'y a pas de la place. Alors, il y a plusieurs idées. Il y a le piétonnier, il y a à Uccle le parc de Wolfgang. Mais sur la remarque de Karine Lallieu sur le fait qu'il y a beaucoup d'événements sur le territoire de la ville de Bruxelles et assez peu, finalement, sur les autres communes. Alors, moi, je trouve que bon, tout d'abord, au-delà de la bisbrouille, parce que c'est vraiment cela, qui est un peu consternante, je suis d'accord, c'est la faute au privé, mais en même temps, on a deux voix discordantes issues du même parti. Oui, on aimerait bien le Hesel, ah non, je ne veux pas du Hesel. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment réaliser un cadastre entre les autorités régionales et les autorités locales, pour répondre à votre question. Parce que, indépendamment du cas Couleur Café, qui est un festival de grande ampleur, il y a énormément de manifestations, de festivals, d'initiatives culturelles qui font parfois du bruit et qui deviennent un petit peu impossibles à faire émerger en région bruxelloise parce que la région se densifie et parce qu'il y a des problèmes de voisinage. Donc je pense qu'il faut vraiment constituer une plateforme commune de dialogue entre les autorités régionales et les autorités communales pour permettre à ces lieux d'émerger, parce que c'est évidemment fondamental pour la création artistique de manière générale. Sur Couleur Café, Bercolini, ça vous... Ne bougez pas Couleur Café pour les mamans qui font maman taxi, qui vont chercher les ados à 2h du matin. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de place. Ils sont mis dehors, mais nous les sauverons, et le bourgmestre étant vraiment dialogue. À Louvain-la-Neuve, à la place des 24 heures vélo, et les 24 heures vélo ici, ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit, oui. C'est pas sûr. Il y a aussi des concerts. Et Bruxelles veut vivre, et Bruxelles vit aussi de sa culture, de ses événements. Et qu'on ne se trompe pas de combat, on doit trouver un équilibre entre l'habitabilité et les événements. Mais Bruxelles a revécu aussi grâce à ces événements et grâce au fait qu'aujourd'hui, les artistes sont bienvenus et les événements bienvenus à Bruxelles, étonnamment à la ville de Bruxelles. C'est vrai, mais là, on parle de Couleur Café, mais avant, il y a eu le Van Damme, où on se demande si les grands événements, il y a encore une place pour les grands événements dans la ville et dans la région de manière générale, parce que c'est vrai, ça pose le problème des riverains. Est-ce que ce ne sont pas des grands événements? Lorsqu'on fait un stade, excusez-moi, c'est d'autres événements. Quand on fait plaisir d'hiver, c'est d'autres événements. Je pense qu'un stade pour, si on doit parler du Van Damme, pour l'athlétisme, il y a d'autres lieux
dans la région bruxelloise qui pourront accueillir cet événement. Nous voulons le sauver et nous travaillons aussi pour cette question. Ce qu'on demande simplement, vous avez du travail, c'est qu'il y ait des Karine Lallieu, plateformes de semble. coordination pour qu'on se dise que tout le monde peut prendre part, effectivement, à une part des événements dans la région bruxelloise. Mais Couleur Café aura bien vite une solution. Et vraiment, le bourgmestre dialogue énormément pour le moment. On vous a entendu, on vous a compris. On va passer au coup de cœur de nos experts. Et on va commencer par celui de Frédéric Dubus. Il va nous parler de pavés. Oui, je vais vous parler. C'est un petit bouquin édité par Laro. Ça vient pas de sortir, je crois que c'est sorti il y a quelques mois, un an. Ça s'appelle Pavés de Bruxelles. Et c'est un endroit sur lequel on marche tous les jours. Et je me suis toujours demandé, il y a 500 sortes de pavés différents, des gros, des petits, des ronds, des carrés. Et ça explique les provenances, les noms. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Et je trouve ça très, très bien fichu. Et ça a la forme d'un pavé, en plus. Voilà. On voit bien que tu ne portes pas de talons, toi. Hein. Oui, non, j'ai poussé des poussettes d'enfants pendant un moment aussi. Voilà. Très bien, on va passer aux... C'est intéressant de voir d'où ils viennent, et s'ils viennent de Chine ou s'ils viennent du Japon. Du Japon. Du Japon. C'est un lien avec Pauline qui veut nous parler d'estampes japonaises. Ah oui, alors je vais pas vraiment en parler parce que je ne m'y connais pas, mais je trouve que ça donne vraiment envie d'aller au cinquantenaire. Ça débute ce week-end, qui a apparemment une collection assez incroyable d'estampes japonaises. Et alors je trouve qu'ils arrivent vraiment à donner l'envie parce que les porte-parole ont raconté une anecdote comme ça assez amusante, en disant donc que la collection est très impressionnante, mais que rien que la bâche promotionnelle est elle-même tellement jolie qu'elle a été volée de la façade durant la première nuit. Michel Gueux, on va peut-être voler votre livre aussi à la sortie de ce débat. Avec plaisir. Ouais. C'est un livre d'Abdelnour Bidar, c'est un jeune philosophe musulman, il a 45 ans, et il est devenu inspecteur général de l'éducation nationale. C'est un livre sur les valeurs partagées. C'est très intéressant parce que nous luttons tous, je l'espère, contre l'islamisme et ses excès, mais voilà un philosophe musulman qui montre que on peut, à partir de valeurs religieuses, participer tout à fait pleinement à la civilité, à la citoyenneté en Europe, et que nous avons tous des valeurs communes qui nous permettent de construire une démocratie ensemble. Et donc c'est un texte assez encourageant et assez agréable à lire. Très bien. Alors, tout à fait autre chose avec B.R. Coligny, qui, elle, ouais, c'était un coup de promo plutôt qu'un coup de cœur, d'ailleurs. Vous êtes venu avec votre magazine tout frais. Un coup d'autopromo. Ce magazine est sorti hier matin. Non, mais je voulais amener parce que des titres comme ça, on n'en fait pas souvent. L'âge, on s'en tape. Avec à l'intérieur des femmes qui ont, je vais dire, de 17 ans. Des femmes qui ont de 17 ans à 80 ans. Et pour célébrer. Jeune sur la couverture. Elle a 47 ans, Christy Turlington. Oui, mais on lui. C'est pas n'importe qui. Hein. Non, mais chacun son métier, que voulez-vous. Hein, oui, voilà. Donc, et avec de quoi vivre au mieux chaque décade. J'ai vraiment fait une to-do list, dizaines, décade par décade. Voilà. Bon, voilà, 17 à 80 ans, vous avez dit, ça laisse quand même pas mal de possibilités pour toutes les femmes. Ça concerne vraiment tout le monde. Ouais. Alors, mon propre coup de cœur, c'est le livre presque annuel de notre expert Frédéric Dubus. Oui, vraiment. C'est une surprise. Ça s'appelle Tout le monde dehors. C'est paru à la Renaissance du livre. Et en fait, c'est tous vos dessins, enfin, une sélection de vos dessins. Pas tous. Oui. Non, il n'y aurait pas assez de place. 600 pages. Publié c'est pire que le CETA. dans la DH, La Libre et Soir Mag. Et en fait, tout le monde dehors, c'est parce que tout le monde s'en va. C'est ça l'idée. Bah, c'est une année où il y a eu pas mal de sorties. Hein, les Anglais, le Brexit, Wilmot, Obama va sortir, François Hollande va peut-être sortir, on ne sait pas. Joël Milquet, Jacqueline Galland. Enfin, il y a vraiment... Il y a du monde. Voilà, il y a juste Sarkozy qui essaye de rentrer. Mais donc c'est l'occasion de repasser l'année en revue. Voilà, c'est un petit best-of. C'est un petit best-of. Merci Frédéric. Mais c'est moi. Et on va passer peut-être aux idées que vous avez vous aussi. Karine Lallieu, d'abord, vous allez nous parler de la centrale. De la centrale d'art contemporain qui a inauguré ce mercredi une exposition Bruxelles universelle qui est là pour quelques mois. Alors c'est vraiment, on fait des 10 ans de la centrale et c'est vraiment Bruxelles dans son surréalisme, dans son folklore, dans son humour. C'est une exposition qui fait juste du bien, comme je dis toujours. Ça va de Manneken Pis à Brotards en passant par Elvis Pompilio. C'est vraiment, c'est tout l'âme bruxellois qui va plaire aux Bruxellois, mais je crois qu'il va plaire aussi aux touristes parce que c'est nous. C'est juste nous, les Bruxellois, qui sont là à travers cette centrale. Et c'est une expo très ludique
très compréhensible et toute colorée, et on en a besoin. Moi, je trouve que c'est vraiment une expo qui fait sourire. Il y a aussi de l'humour, d'ailleurs. Il y a Janin, Iwerski. Pas assez bruxellois, peut-être. Et donc, il y a... Ça fait 53 ans. Oh, pardon. Oui, mais c'est parce qu'il est tuclois. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais Bruxelles, dans toute sa complexité. Et donc, quand on entend Janin Iwerski dire « curieuse neuse ». Voilà, donc c'est vraiment bien. Et Joël Maison, vous, votre conseil culture, quelque chose à faire à Uccle ce week-end ou dans les jours à venir? Alors, je vais d'abord vous faire un aveu, c'est que je pensais que les conseils culture s'adressaient uniquement aux experts, donc je n'ai pas du tout préparé. Alors, je vais faire du sous-localisme. Oui. Avant-hier, je me suis rendue à l'école d'art d'Uccle pour leur rentrée académique. Et là, j'ai pu écouter un concert merveilleux d'un artiste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Tcha Limberger, qui est un violoniste, qui est un guitariste. Et ils nous ont gratifiés d'un concert absolument fantastique. Je voudrais aussi vous dire de passer dans cette école, l'école d'art d'Uccle, qui est dans le parc du Wolvendal, et qui est une école où ça foisonne. Il y a même une journée de l'école où tout un chacun, donc pas seulement les élèves et les professeurs, peuvent s'essayer à différentes disciplines artistiques très diverses. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur qui date d'avant-hier. Eh bien, peut-être Luclois de l'étape s'y rendra. J'ai quelques cours le soir de dessin à l'école d'art d'Uccle. Donc ça explique la qualité du dessin. Voilà, tout le monde doit y aller. Bon, eh bien, merci en tout cas à tous, merci aux experts, merci aux invités, merci pour leur coup de cœur, merci d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition des experts. Bon week-end à tous.